Coucou, nous sommes en direct. Alors, j'attends que quelqu'un arrive pour pouvoir vous demander si vous entendez bien le son. Est-ce que quelqu'un me rejoint? Bon, j'espère que ça marche. Ok, Alice, bonsoir Alice. Est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends bien? Coucou Colline, c'est ma fille Colline, j'ai emprunté ta chambre, si tu veux bien. Est-ce qu'on m'entend? Vous pouvez me dire si vous m'entendez? Coucou, on entend bien. Ok, merci. Bon bah voilà, c'est parti. Alors je vais faire un petit live ce soir, comme je vous ai annoncé, autour du sujet de l'autisme. Donc bah c'est sans prétention, hein, je viens en tant qu'autiste, vous venez en tant qu'autiste et j'ai des questions qui ont déjà été posées à l'avance, comme j'avais fait une petite boîte à questions sur mes stories, et je vais les reprendre tout à l'heure et essayer de vous apporter quelques pistes ou des réponses tout simplement à ce que vous me demandez. Voilà, donc je suis Lise Wittmann. Euh, je suis formée en coaching professionnel, certifiée. Je suis praticien PNL. Je suis quoi? Autrice. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon enfant, mon égal, au nom de Evelyne Mester, qui parle de la relation égalitaire en famille. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la parentalité en mode collaboratif et non hiérarchique. Voilà, c'est un peu mon IR. Vous savez que chez les autistes, il y a des intérêts restreints ou intérêts spécifiques. C'est des sortes de passions qui sont vraiment très prenantes. Donc ça, c'est mon IR depuis longtemps. Bonjour Héloïse qui vient de nous rejoindre. J'étais en train de me présenter un peu. Et je suis maman de 4 enfants. Et je suis mariée. Donc un deuxième mariage, c'est le papa et... non, mon mari est le beau-père des enfants. Voilà pour le cadrage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais reprendre vos questions, je pense. Donc, si vous avez d'autres questions, bonsoir Agathe, bienvenue. Si vous avez d'autres questions au cours du live, n'hésitez pas à m'écrire hein, sur mon téléphone. Là, je vois défiler les questions. Je pourrais peut-être pas répondre immédiatement, mais je scrollerai pour pouvoir revoir. Voilà. Je suis un peu stressée parce que déjà faire des vidéos, c'est pas évident, mais alors faire un live et parler sans que personne me réponde en face. Donc bon, il risque d'y avoir des blancs. Je ne sais pas. Voilà, donc euh, je suis autiste. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 44 ans, donc il y a 4 ans, presque 5 ans. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre tout de suite à la question d'Héloïse, vu que tu es là, Héloïse. Je vais regarder sur mon ordinateur la question que tu avais posée. Voilà. Donc la question d'Héloïse, c'était Héloïse me demande si on peut partager le live sur notre story. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais oui, si tu peux, fais-le, ne te gêne pas de souci. Donc Héloïse, tu m'avais demandé sur la story Instagram, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille concernant ton autisme? Quels symptômes, etc. Alors c'est un peu compliqué et marrant cette histoire, parce qu'en fait, j'ai jamais pensé à l'autisme pour moi. Et j'ai la voix qui tremble, hein, excusez-moi, je suis un peu stressée. Et en fait, mon fils aîné avait son meilleur copain qui était autiste, donc je savais un peu ce que c'était. Autiste Asperger, on disait à l'époque. Et il avait pas mal de particularités qui étaient assez visibles. Et, et voilà, ce copain, il est venu chez nous très souvent. Donc pendant, je sais pas, 6 7 ans peut-être, ils ont été meilleurs copains. Il était à la maison souvent. Donc j'ai pu voir un peu ce que c'était l'autisme. Mais voilà, j'ai pas eu du tout la puce à l'oreille pour moi. Euh, Par contre, qu'est-ce que c'était? Je me souviens qu'à un moment, alors une fois, j'ai entendu dans un reportage, ouais, les autistes, je sais plus ce que c'était, ils aiment bien se mettre sous la table, se cacher ou je sais pas quoi, des choses comme ça. Et je dis, bah moi aussi, hein, c'est pas pour ça que je suis autiste, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, hein? Bon, pour rien vous cacher, j'avais prévu de préparer les réponses aux questions pour pouvoir être efficace dans mes réponses.
Et j'ai pas eu le temps, on était en train de manger avec mon mari, et du coup, je vais répondre un peu comme je peux, et j'ai un peu des difficultés d'élocution, des difficultés d'enchaîner les pensées de manière structurée. C'est pour ça d'ailleurs que je procède beaucoup à l'écrit. Voilà, donc excusez-moi. Bonsoir Laurence, j'arrive pas trop à lire le pseudo, Aude Scaroé, bienvenue. Voilà, donc je suis en train de faire un live pour parler de l'autisme avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà des questions auxquelles je vais répondre. Donc là, j'étais en train de répondre à qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille concernant mon autisme. Alors que je réfléchisse. Donc peut-être ça me reviendra plus tard, mais il y avait des caractéristiques que j'ai entendues et je me suis dit, moi aussi j'ai ça, mais je suis pas autiste, c'est ridicule, qu'est-ce qu'il raconte sur l'autisme? Oui, en fait c'est ça, j'ai découvert, comment elle s'appelait? Super Pépette. Elle a écrit un livre, je pense que vous allez... Merci Héloïse, je lis les commentaires en même temps. Je pense que vous voyez quel est son nom. J'arrive plus à me rappeler, mais si vous savez son nom, Super Pépette. Vous savez, elle a écrit un livre qui s'appelle Dans ta bulle. Julie Daché, voilà, Dachaise ou Daché. Donc un jour, je suis tombée sur une vidéo de Julie Daché où elle expliquait son autisme. Et je me souviens très bien avec mon mari, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi, moi aussi j'ai tout ce qu'elle dit, si tout le monde était autiste, tous ceux qui ont les mêmes caractéristiques qu'elle, franchement on serait nombreux autistes, c'est n'importe quoi, j'y croyais pas du tout. Et en fait j'ai regardé quand même pas mal de ses vidéos et au bout d'un moment je me suis dit mais d'une part ça fait du bien de me retrouver, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Et ensuite, bon ben, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, et ça m'a ouvert l'esprit un peu sur qu'est-ce que peut être l'autisme autre que celui que je connaissais, c'est-à-dire un jeune qui avait quand même des manifestations assez physiques aussi. Mais voilà, Julie Daché, elle était comme moi, entre guillemets, elle n'avait pas l'air autiste. Et donc ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille, me dire, tiens, c'est intéressant, ça alors, je suis quand même pas autiste. Puis j'ai chassé ça de mon esprit en fait. Et puis, il y a eu la rencontre avec mon mari, parce que quand j'ai rencontré mon mari, je me suis dit, donc on a mangé ensemble au resto, et il a eu des manifestations, des réactions, des comportements où je me suis dit, mais punaise, il est autiste quoi. Donc j'ai reconnu par rapport au copain de mon fils aîné. Je me suis dit, c'est sûr, c'est un autiste. Puis en fait, ça me plaisait parce que tout ce qui est handicap ou personne un peu différente, j'avais vachement envie de découvrir comment il fonctionnait. Je trouvais ça fascinant en fait. Oh, les autres ne fonctionnent pas comme moi. Et moi, je me pensais évidemment la référence de la neurotypie. Et donc, je voulais découvrir les personnes différentes ou handicapées, si on peut dire. Donc, j'étais ravie que le mec sur qui j'avais des vues soit autiste. Ça m'a fascinée. Et en fait, un soir, on s'est taquiné beaucoup. Je lui ai dit, mais si, t'es autiste. Il me croyait pas, tout ça. J'ai dit, mais si, tiens, on va faire des tests. J'ai vu passer des tests pour rigoler. Tu vas remplir ces tests et je suis sûre que t'es autiste. Donc, il fait les tests en ligne qu'on peut trouver. Hein, c'est des QCM, des trucs comme ça, qui sont pas forcément une référence absolue. Hein, ça vous donne pas un diagnostic, mais ça peut donner une certaine idée. Et en fait, il fait ses tests et rien, négatif. Il est absolument pas autiste. Alors je dis, oh, mais c'est des conneries ces tests en fait, c'est n'importe quoi. Donc je dis, attends, moi je vais les faire, on va bien rigoler, ça se trouve c'est moi qui suis autiste. C'est parti vraiment sur une blague comme ça. Et en fait, j'ai fait les tests et moi j'étais positive partout. Donc j'ai rigolé. Et pendant toute la semaine qui a suivi, eh ben, mon mari m'a charrié, il m'a dit mais ah ouais c'est vrai en fait que t'es autiste, regarde ce que tu fais. Donc c'était sur des histoires de maniaquerie on pourrait dire, voilà, de mettre des objets bien droits ou il faut que ce soit rangé de telle façon dans le frigo ou j'aime pas les changements, j'ai mal vécu un truc et on a mis le doigt dessus comme ça pendant toute une semaine et franchement je me suis dit mais c'est pas possible en fait il a raison quoi, c'est pas possible, je suis vraiment autiste. Et du coup ben là, je l'ai assez mal pris en fait. J'ai eu une réaction de pleurs, de repli sur moi. Je me souviens, toute une soirée, il était déjà couché, lui, et moi, j'ai pleuré toute seule. J'ai essayé de revoir ma vie à la lumière de tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis passée à côté de ma vie en fait.
c'est incroyable, je suis autiste peut-être et je le sais pas. Donc ça a été vraiment dur de voir que tout s'écroulait autour de moi parce que, en fait, le truc qui m'avait surtout frappée, c'est que j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer d'être authentique, transparente, à être moi-même. Voilà, j'avais l'impression que j'étais comme ça, spontanée, pas un masque en fait. Et de me rendre compte que peut-être j'étais autiste et que tout ça, j'avais fait semblant, ça m'a vraiment fait écrouler toutes mes, la vision, comment dire, positive que j'avais de moi, en fait. Je me suis dit: «Mais j'ai fait semblant, c'est pas possible», alors que je pensais être totalement sincère. Voilà, donc ça s'est un peu écroulé et puis, bon après, j'ai rejoint, des groupes Facebook, ça répond d'ailleurs à la question que quelqu'un m'a posée aussi sur, je vais chercher la question qu'on m'a posée. C'était, voilà: «Quelles ressources t'ont aidé à comprendre ton autisme? Des livres, podcasts, vidéos?» Donc je disais Super Pépette que j'avais suivi sur YouTube. Et ben, du coup, voilà, j'ai perdu mon idée. Ça, c'est typique de mes difficultés et troubles de l'attention, liés ou pas à l'autisme. Je voulais vous parler d'une ressource. Ah oui, j'étais sur les groupes Facebook. Je suis allée sur un groupe Facebook de femmes autistes. Et en fait, c'est là où ça a continué à confirmer en quelque sorte le fait que probablement j'étais autiste. Je me suis énormément retrouvée dans toutes les discussions. J'ai fait un peu le sous-marin comme on fait au début, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe et on n'intervient pas. Et puis voilà, en fait, comme c'est très long avant d'avoir les premiers rendez-vous pour faire le diagnostic, j'ai passé peut-être un an sur ce groupe. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est bon, c'est sûr que je suis autiste, quoi. Alors pour la petite histoire, si vous avez suivi le début, mon mari est très probablement autiste aussi, hein. C'est juste que lui, il réagit pas du tout comme moi. Il est très différent et ça aussi, c'est un sujet qui est souvent oublié, c'est que les autistes ont des caractéristiques en commun puisque ça permet de faire le diagnostic. Alors je sais plus par cœur lesquelles c'est les difficultés relationnelles, sociales, des intérêts restreints, des choses répétitives, des routines. Enfin, je crois que c'est à peu près ça. Ça se trouve, je me trompe, mais je ne connais pas par cœur. Enfin, c'est sur Internet, vous trouverez bien. Et du coup, il a ces caractéristiques, mais il est tellement différent de moi parce que lui, moi autant je suis très impactée par tout ce qui se passe autour, par les gens, ce qu'ils peuvent penser de moi. Du coup, j'ai vraiment mis un masque pour me faire accepter en société. Lui, c'est l'inverse. Il s'est vraiment dit, j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi. En gros, les autres sont des cons, entre guillemets, mais bon, c'est une façon de survivre aussi, de se dire, voilà, on se moque de moi, j'en ai rien à foutre. Donc lui, c'est sûr que quand il a fait les tests, les quiz en ligne, il s'est pas retrouvé dedans parce que il a masqué, mais à sa façon, en étant plus coupé du monde, en se disant, moi, ça m'impactera pas les autres. Je vis dans ma bulle, vraiment. Alors que moi, j'étais plus dans les relations sociales, oui, mais je ne sais pas m'y prendre et je me foire tout le temps. Voilà. Donc pour les ressources qui m'aident à comprendre l'autisme, j'ai pas trouvé vraiment de livres super. J'en ai commencé pas mal et ils sont très fatigants, difficiles à comprendre, très techniques, pas très abordables. Après, il y en a plein que j'ai pas encore lus. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai arrêté au milieu. Dans ta bulle, justement, de Julie Dachez était pas mal parce que elle présente les choses un peu comme moi aussi je le pense, c'est-à-dire que peut-être que c'est les neurotypiques qui sont dans leur bulle et que nous, on a un autre mode de fonctionnement, c'est tout, c'est une autre planète, et que c'est ok. Il y a eu aussi le livre La différence invisible de Julie Daché aussi, et c'est une BD, je ne me rappelle plus de la personne qui l'a illustrée, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolée. Voilà, mais ça m'a pas permis de comprendre l'autisme en fait. Je pense que pour comprendre l'autisme, enfin, c'est un peu général comme terme. Donc, j'ai plutôt cherché à me comprendre moi, en fait, à essayer de plonger dans qui je suis, d'essayer de me découvrir complètement en me disant, ok, j'ai mis un masque, je ne savais pas, j'étais persuadée de pas en avoir un, et qu'est-ce qui va sortir maintenant que je... Merci beaucoup, c'est illustré par Mademoiselle Caroline, voilà, très bien. Et voilà, je me suis dit, qui je suis moi? Et ben, je ne me rappelle plus, hein, je perds tout le temps le fil en fait, c'est dès que je suis... Alors du coup j'en profite pour le dire parce qu'on me l'a déjà signalé plusieurs fois que c'est fort probable que j'ai aussi un TDAH
qui est absolument pas diagnostiquée. J'ai pas passé les tests, ça coûte cher et j'en ai pas eu besoin a priori. Alors il faut savoir qu'il y a des troubles de l'attention dans l'autisme, mais qu'on peut aussi avoir un TDAH et je soupçonne fortement de l'être parce que voilà, moi c'est tout le temps comme ça. Je suis perturbée par quelque chose qui se passe sur l'écran ou à côté ou un bruit et je perds complètement le fil. C'est vachement difficile. Je ne sais pas si vous imaginez que j'ai déjà fait des conférences et des séminaires, des formations. J'ai toujours. En fait, c'est intéressant parce que la, la- la conférence qui aurait pu être la plus difficile pour moi. J'avais vécu quelque chose de très difficile la veille. J'étais dans un état pas possible. J'avais fait une nuit blanche. Et en fait, j'ai dit à l'assistance en arrivant, je vais vous demander votre indulgence parce que c'est super difficile pour moi. Je pense que je vais rater ma conférence. Je suis navrée pour vous. Je vous remercie d'être venu et j'espère que vous allez quand même en retirer quelque chose. Et en fait, le fait d'avoir dit ça, les gens étaient tellement dans l'empathie et la bienveillance envers moi que du coup, je me suis détendue. J'ai senti les regards étaient bienveillants, il y avait des sourires. J'ai été portée en fait. Il y a plein d'expériences comme ça dans ma vie, enfin dans ma vie depuis le diagnostic, depuis 4-5 ans, où je me rends compte qu'en fait, en étant complètement vulnérable et en osant dire ça c'est dur pour moi, ça c'est dur pour moi, en expliquant ce qui se passe pour nous, les gens sont vachement plus indulgents que ce que je pensais avant. Moi, je me suis dit, je vais me faire démonter, ou il y a des gens qui vont en profiter de mes faiblesses. Et franchement, c'est pas ce que j'ai remarqué pour l'instant, depuis le début. Vous me direz ce que vous vivez aussi. Voilà. Donc je suis désolée, je suis passée du coq à l'âne. Je pense que j'avais commencé à dire quelque chose, j'ai pas terminé. Je- N'hésitez pas, si jamais vous voulez savoir la suite, à me redire où j'en étais ou me poser d'autres questions, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour dire que les ressources pour m'aider à comprendre l'autisme, j'ai préféré me comprendre moi. Voilà, bah, en fait, je suis retombée sur mes pieds, c'est ça que je disais. J'ai préféré me comprendre moi et essayer de vivre en grand respect de moi-même. Comment je peux faire tous les jours pour vivre mieux, que ça soit moins douloureux pour moi et ben, en respectant aussi mon entourage. Et ça, c'est pas évident parce qu'au début du diagnostic, j'ai vraiment eu besoin de, euh, de me recentrer sur moi, en fait, de voir de quoi j'ai besoin moi. Et en gros, tout était centré sur moi. Je pense que pendant une année après le diagnostic, il y en avait que pour moi, moi. Mon conjoint, il est passé à la trappe. Bon, les enfants, non, parce que j'ai encore l'instinct. Enfin, c'est très important pour moi, la parentalité. Je dis pas que le couple, c'est pas important pour moi, mais il est très bienveillant et il est compréhensif. Du coup, c'est quand même plus facile. Mais j'ai vraiment tout centré sur moi. J'ai dit, il faut que je me découvre, que je vois qui je suis. Et voilà. Après le diagnostic, hein, j'ai pleuré tous les jours, je pense, pendant un an. Après, j'ai dit, je vais essayer de me reconstruire. Et en fait, comme je vous ai partagé sur Instagram récemment, c'est pas évident. Quand je crois que j'ai réussi à me reconstruire, à mieux me connaître, à prendre en compte mes particularités pour fonctionner mieux au quotidien, et ben en fait, je me rends compte que je m'écroule quand même par moments. Enfin, je réalise vraiment que je risque d'avoir ces difficultés toute ma vie, hein, comme on dit qu'on ne guérit pas de l'autisme. Je pense qu'on peut vraiment améliorer son quotidien en s'entourant des bonnes personnes qui sont indulgentes, qui nous écoutent, qui sont OK pour nous prendre en compte. Et puis en se connaissant, en essayant d'être attentif aux signaux faibles, comme on dit en coaching, c'est-à-dire euh, d'essayer tout le temps de faire le point. C'est où j'en suis. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que le bruit m'agace? Est-ce que pourquoi là j'ai répondu brusquement à quelqu'un? Il doit se passer quelque chose en moi. Donc essayer d'être très aware, très attentif à ce qui se passe en nous, mais pas quand c'est trop tard. Vraiment, ça c'est un conseil que je donne aussi en parentalité, même sans être autiste, c'est essayons de vraiment être très attentif à nous, de faire des points. Je dis souvent, quand vous allez aux toilettes, ça peut être un déclencheur de se dire, tiens, je vais faire le point, où j'en suis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'agace? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose que j'ai pas? Comment je pourrais remplir ce besoin? Et ça permet déjà au quotidien de prendre soin de soi et de moins arriver à être sur sa réserve d'énergie et ensuite à péter un plomb au premier truc, quoi. Voilà. J'ai vu que tu as posé une question, Héloïse. Est-ce qu'il y a des gens qui ne te croient pas au sujet de mon diagnostic? Je pense ça correspond à une question que j'ai eue aussi ici. Euh, Salut Karen. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci d'être là.
Je vais essayer de reprendre le fil. Je regarde juste une question qu'on m'avait posée sur Instagram. Ah, c'est ça, c'était pas... Oui, voilà, donc Héloïse, est-ce qu'il y a des gens qui ne me croient pas? Alors, si c'est par rapport au diagnostic, oui, beaucoup. Je pense que si nous, on croit vraiment en notre diagnostic, si nous, on sait que c'est vrai, si nous, on se respecte nous-mêmes et qu'on croit qu'on est digne d'estime, en fait, ben, la façon de présenter qui on est et notre autisme va être beaucoup plus, on sera beaucoup plus sûr de nous, et du coup les gens seront plus à même de nous accepter tel qu'on est et de nous croire entre guillemets. Ensuite, bon, il n'y a pas besoin de croire, j'ai un diagnostic, hein, j'ai un papier d'un médecin, d'une équipe médicale ou paramédicale qui m'a posé ce diagnostic, mais ça suffit pas. Par exemple, quand j'ai annoncé mon diagnostic à ma famille, ça a été... D'accord, merci Héloïse, je vois ta réponse. Quand j'ai annoncé mon diagnostic à ma famille, je vais le dire carrément, hein, elles le savent, mes sœurs m'ont pas cru. Voilà, il y en a une qui m'a dit, bah, moi des autistes, j'en ai dans ma classe, hein, je suis prof, j'en ai dans ma classe, et c'est pas du tout comme toi, donc t'es pas autiste. C'est n'importe quoi ce qu'on t'a dit. Donc on n'a pas du tout tenu compte du fait que ce soit un médecin psychiatre qui a l'habitude, plus une équipe qui m'a posé un diagnostic. C'est non. Il y a des personnes qui pensent qu'elles savent mieux qu'un médecin qui est habilité à poser un diagnostic. Déjà, ça c'est une chose. Ensuite, ouais, c'est toujours ça qui revient. C'est ah ben moi je connais un autiste, il n'est pas du tout comme toi. Mon voisin, il se tape la tête contre les murs, il a 50 ans, il est encore avec sa mère, il bave, il travaille pas. Toi, t'es pas autiste. Donc ça, on a envie de rentrer dans l'art quand les gens nous disent ça, mais il faut bien se dire que c'est de la méconnaissance et on est aussi là pour pouvoir faire connaître. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos et ce compte, pour pouvoir faire connaître d'autres formes d'autisme. Et comme je dis souvent, j'aime pas trop, moi, cette opposition entre autisme, comment on appelle ça, sévère ou autisme léger. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai écrit un article aussi dans le magazine web Handicap en direct, ça s'appelle. Pour moi, l'histoire de la sévérité, c'est un peu biaisé parce que, par exemple, on voit un enfant qui va pas être du tout autonome, qui va grandir, un ado pas autonome, qui ne parle pas avec des mots, qui ne sait pas s'occuper de lui physiquement tout seul. Et du coup, on va dire c'est un autiste sévère. Et puis, un autiste comme mon fils, par exemple, qui paraît assez autonome, qui a pu faire à peu près une scolarité, bon, ça c'est un peu mal fini, correct, va être considéré comme autiste léger. Mais en fait, je trouve que cette appellation est difficile parce que nous, les autistes dits légers de type Asperger, même si on n'appelle plus Asperger, ça n'existe plus depuis pas mal d'années, on va nous dire qu'on est léger, mais en fait, est-ce que les gens connaissent nos difficultés? C'est pas parce qu'elles sont pas visibles, hein, on en revient toujours au handicap invisible, c'est pas parce qu'elles sont pas visibles qu'elles n'existent pas et qu'elles sont pas très difficiles à vivre. Je pense qu'il peut y avoir des autistes dits sévères qui peuvent se sentir heureux quand même, et des autistes dits légers qui peuvent se sentir très mal dans leur vie. Il y en a qui, malheureusement, vont jusqu'à attenter à leur jour. Enfin, on voit vraiment beaucoup d'autistes dits légers qui vont très très mal. Donc je trouve qu'il faut être prudent avec cette appellation. C'est pareil qu'avec déficience intellectuelle ou sans déficience intellectuelle, parce que comment on sait, enfin, les grilles, les échelles d'évaluation de l'intelligence ne sont déjà pas adaptées aux autistes dits Asperger. Je veux dire, les tests de QI, souvent les résultats de tests de QI sont complètement aléatoires ou très disparates parce que les autistes ne peuvent pas être évalués de la même façon que les neurotypiques. Ça ne rentre pas dans les cases, on n'a pas le même fonctionnement. Et donc les dits non-verbaux, non oralisants, je ne sais plus exactement le terme qui va mieux, ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont pas intelligents. D'ailleurs, je vous renvoie, c'est bête que j'ai pas eu le temps de préparer le live avant, parce qu'il y a une américaine, je crois, qui interviewe des personnes très connues et célèbres,
Et cette jeune femme, elle est autiste, dit sévère, non-verbale. Et en fait, comment elle interviewe? Ben, elle a un ordinateur, elle a une tablette ou un appareil qui retranscrit sa voix, elle tape. Et en fait, elle est incroyable dans ses interviews. Donc, vous la voyez, elle a le comportement type des autistes dits sévères, en se balançant, on a l'impression qu'elle n'est pas là, elle est absente, elle fait des sons, elle se tient bizarrement. Tu te dis, mais elle n'est pas là, quoi, en fait. Et en fait, elle fait une interview de folie. Si vous avez son nom, vous pouvez me l'écrire parce que je me souviens plus, mais je vous le mettrai en commentaire de la vidéo parce que je vais le retrouver. Et en fait, elle a un humour incroyable et elle interviewe des célébrités et c'est énorme de la voir. C'est typiquement une personne, on pourrait dire que elle a une déficience intellectuelle, alors que c'est faux, elle est méga intelligente, c'est juste qu'elle ne sait pas communiquer de la même façon que d'autres gens. Voilà, il y a d'autres moyens aussi. Voilà, c'était un sujet que je voulais aborder aussi, que quelqu'un m'avait contacté en message privé pour parler aussi de cette vision-là qui est un peu trop binaire, quoi. Voilà. Donc ça va, vous suivez? Si vous avez des questions, je vais scroller un peu, mais je crois que j'ai pas vu passer de questions à part la tienne, Héloïse. Voilà, ok. Bon, je vais reprendre une question. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je parle pas très fort. J'ai une question sur Instagram, sur ma story. C'était comment faire avec un entourage qui nie et ne fait aucun effort. Donc ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au fait que quand j'ai été diagnostiquée, ma famille ne m'a pas cru du tout et j'ai même été, je vais dire, rabaissée par rapport à ce sujet. Ce qui est amusant pour la petite histoire, c'est que ensuite il y a eu d'autres personnes diagnostiquées dans notre famille et que là, c'était pas la même, quoi. C'était assez amusant, un peu un retour de médaille. Voilà, donc quand on nie, quand notre entourage nie notre autisme ou nos difficultés, c'est hyper dur. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que peut-être ça vaut le coup de couper, des fois, de couper de l'entourage qui ne vous croit pas. Parce que, alors soit on ne vous croit pas, mais on est curieux et on vous questionne, vous pouvez partager, vous pouvez expliquer comment vous avez eu votre diagnostic. Enfin, si cette personne de votre entourage est ouverte à la communication, bon bah voilà, je vais pas vous dire de rompre le contact avec elle. Au contraire, c'est très bien. Vous allez lui dire, bon ok, tu me crois pas. Maintenant, si tu me laisses la place, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Bon, on m'a posé aucune question. Hein. C'est tiens, qu'est-ce qui t'a fait mener au diagnostic? Personne ne s'est, ils se sont pas intéressés du tout à moi. Aucune curiosité. Donc, quand c'est comme ça, moi, je dis, j'ai pas envie en fait de continuer à avoir des relations parce que c'est pareil. Une personne proche m'a dit aussi quand j'ai eu mon diagnostic. C'est n'importe quoi, si t'as plus intérêt à m'en parler parce que j'ai pas envie d'en entendre parler, tu m'en parles plus. Et ben, je lui ai répondu, écoute, si tu veux plus que je t'en parle, c'est juste que je peux plus être moi-même, et dans ce cas, à ce moment-là, je préfère couper les ponts avec toi. Parce que moi, je continuerai à en parler, ça fait partie de moi, c'est ma personnalité, et je veux pas renier ma personnalité. Il y a eu du bruit dehors. Je veux pas renier ma personnalité, en gros, pour te faire plaisir, parce que toi, t'y crois pas. Et bon, cette personne est revenue vers moi, quoi, mais bon, voilà. Alors, oui, l'entourage qui nie et ne fait aucun effort. Alors là, je pense que cette question à avoir par rapport aux enfants, mettons que votre enfant est autiste, et par exemple, les papis-mamies, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, on m'a écrit plusieurs fois à ce sujet-là. Par exemple, les papis-mamies ne croient pas du tout à son diagnostic d'autisme et disent que c'est un sale gosse, qu'il a qu'à se calmer un peu, que 3 paires de claques, ça pourrait lui faire du bien et remettre les choses en place, qu'il est juste mal élevé, mal poli. Oui, ça arrive énormément. Là encore, je pense que ça peut être simple de dire, écoute, il y a un diagnostic, que tu y crois ou pas, c'est pas mon problème en fait. Maintenant, il va falloir accepter les choses. Et si tu continues à porter des jugements sur quelqu'un qui a un dysfonctionnement, c'est pas un dysfonctionnement, un fonctionnement neurologique différent et que tu veux pas le respecter tel qu'il est, écoute, on peut aussi ne plus te l'amener, hein, si tu veux. Voilà. Moi, ça fait plusieurs fois que je vous parle de couper le contact avec l'entourage, mais en fait, maintenir le contact à tout prix avec des gens avec qui vous n'êtes pas bien, point de vue relationnel,
qui ne vous croient en rien, qui n'ont pas d'estime de vous, en fait, et qui vous rabaissent sur qui vous êtes, ben, ça sert à quoi, en fait? Ça apporte quoi? C'est pas parce que c'est la famille que, il faut continuer à se faire du mal, en fait. Voilà, je regarde, Violette, ta question. Oui, c'était ça, ta question. Je me fais malmener par une personne en particulier. Oui, ben, moi je dis, ne te laisse pas malmener. Soit, enfin, normalement, on peut couper les ponts. Il doit y avoir moyen. Je trouve que n'importe qui mérite qu'on prenne soin de lui et qu'on s'occupe bien de lui. Enfin voilà, si tu veux me donner plus de détails, après c'est peut-être personnel, on pourra en parler à MP si tu veux. Mais je dis, pourquoi se faire du mal et continuer à voir des gens quand vraisemblablement ils n'apprécient pas qui vous êtes. Voilà. Donc oui, pour les enfants qui sont jugés comme malpolis, moi je dis, ben, arrêtez d'aller dans les repas de famille, arrêtez d'aller voir les grands-parents et vous leur dites, écoute, voilà, tu l'acceptes pas comme il est, je te donne... Après oui, c'est peut-être ça. Il y a beaucoup de grands-parents qui se sentent démunis en fait. Donc si ils n'ont pas le droit de houspiller l'enfant, de le punir, de le mettre au coin ou quoi que ce soit, il faut aussi leur donner d'autres outils. Et ça peut être intéressant de discuter concrètement, de leur dire qu'est-ce qui va pas dans le relationnel avec mon fils. Est-ce que tu peux me parler d'un cas précis? Et je peux t'aider, te donner des tuyaux, t'expliquer comment il fonctionne, comment tu peux l'aider aussi. Il faut se rendre compte que l'enfant autiste, il s'amuse pas à faire des crises pour son plaisir. C'est qu'il y a eu un déclencheur, il se sent pas bien dans une situation. Donc c'est aussi le rôle de l'entourage d'essayer de faire en sorte qu'il se sente le mieux dans les situations. Je parle beaucoup, hein. En même temps, vous répondez pas en face. Je pensais que j'avais du mal à parler toute seule, mais en fait, ça va. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Euh, voilà, donc Violette, je ne sais pas si j'ai trop répondu à ta question. N'hésitez pas à me remettre d'autres questions si vous voulez, si c'est pas assez précis ou si vous en avez d'autres. Oui, voilà, tu sais il faut que tu coupes les ponts, mais tu as du mal. Ben oui, ça c'est dur. Mais je pense que c'est important de voir la balance en fait entre qu'est-ce que tu gagnes à maintenir cette relation, qu'est-ce que tu gagnes à la couper, tu vois. Ça, c'est ton choix personnel. Je trouve que personne ne devrait te juger de continuer cette relation, par exemple. Si toi, tu penses que tu gagnes plus que tu perds, dans ce cas, continue. Après, tu peux aménager les choses pour expliquer comment tu fonctionnes et te faire un peu l'avocat de toi-même, en fait, l'avocate de toi-même. Voilà, tu te défends sans être sur la défensive, mais dire voilà comment je fonctionne. Est-ce que tu es OK pour accepter ça? Et même si tu comprends pas. Donc peut-être mettre les choses au point sur tes besoins précis, donner ton mode d'emploi, comme j'explique souvent aussi dans la parentalité ou dans le couple, d'essayer toi de faire la liste, comment est ton fonctionnement, quels sont tes besoins, et d'essayer de donner cette liste à l'autre personne et de voir sur quoi elle est OK de faire un effort pour cohabiter ou avoir cette relation avec toi. Voilà. Si par contre tu sens que tu souffres plus que ce que tu gagnes dans cette relation, ben là, il vaut mieux couper les ponts. Tu mérites de te sentir bien dans ta vie. Des gens qui t'aimeront ou t'apprécieront tel que tu es, il y en aura d'autres. On dit toujours qu'il faut commencer par s'accepter soi et s'apprécier. Après, voilà. Voilà, merci pour ta réponse. Tu dis j'y perds, mais cette personne est psy, mais n'est pas à jour concernant l'autisme. Ah oui, les psys qui sont pas à jour concernant l'autisme, il y en a un. Ben, on a tellement de nouvelles infos sur internet, en fait, je pense que tu peux lui proposer de se remettre à jour, en fait. Parce que voilà, il y en a des infos, hein, si on les cherche. Mais il faut accepter de se remettre en question, c'est pas évident. Voilà ce que je peux dire pour ça. Je vais regarder d'autres questions. Attends, je crois que Héloïse, tu m'avais posé une question un peu plus haut, je vais remonter. Voilà. Comment ça se passe le diagnostic? Durée en tout? Quel professionnel on rencontre? Alors pour le diagnostic, j'ai fait une vidéo qui est sur YouTube et sur Instagram, qui s'appelle le diagnostic. Alors sur Instagram, c'est pénible parce que sur les vidéos, quand vous scrollez, vous ne voyez pas le titre des vidéos. En fait, ça m'agace, ça a disparu depuis quelques temps. En tout cas, il y a une vidéo que j'ai faite qui est tout à fait complète sur le sujet. Alors, pour résumer un peu vite fait, le diagnostic peut être passé en CRA, Centre de ressources autisme.
donc c'est dans le public, et on ne paye pas, c'est gratuit, ou être passé en libéral, pardon, c'est le repas, en libéral, et dans ce cas, ben, il faut payer et c'est assez cher. Ensuite, pour les deux, il faut énormément de temps pour avoir un rendez-vous. Alors dans le CRA, par exemple, moi, à Clermont-Ferrand, ils n'ont pas voulu me prendre parce que j'étais un adulte. Ils ont dit qu'ils prenaient plus d'adultes et que pour les enfants, déjà, il y avait 4 ans d'attente, je crois. C'est aberrant, en fait. Donc c'est pour ça que je suis passée en libéral. Et dans ma région, comme je n'avais pas entendu parler de psychiatres qui s'y connaissaient sur l'autisme, à ce moment-là, j'étais très portée sur l'autisme au féminin. Je pensais que pour moi, il y avait des caractéristiques particulières. J'y reviendrai peut-être. Du coup, je suis allée directement à Paris, à une adresse qu'on m'avait donnée, où on m'a dit, elle est au courant, il n'y aura aucun problème, elle sait ce que c'est, et tu vas pas y aller pour rien. Donc c'était un gros investissement de temps, d'énergie, de difficultés, tout ça. Mais j'ai réussi du coup à avoir le diagnostic plus tôt quand même que ce que j'aurais pu avoir en CRA si on m'avait prise. Je pense que j'ai dû l'avoir en un an et demi, je pense. Du coup, c'est plutôt court. Et pour mon fils, il a eu beaucoup de chance. On a trouvé à ce moment-là un psychiatre qui était sur la région. Et il a diagnostiqué, enfin 3 mois après, il avait son diagnostic. C'était vraiment une chance. Donc en fait, comment ça se passe? C'est un médecin qui doit poser le diagnostic, mais il travaille avec une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des psychologues qui sont formés à passer des tests pour l'autisme spécifiquement. Donc il y a plusieurs tests, ça dépend qui vous allez rencontrer et ce que vous demande le psychiatre. Et en fait, comment dire, ce que vous pouvez faire, c'est passer des tests avec des psychologues qui sont habilités à le faire, et ensuite aller voir un psychiatre qui va regarder ces tests et voir s'il valide votre diagnostic ou pas. Ou alors, comme moi, je suis allée en premier voir le psychiatre. Elle a vu qu'en effet, il valait bien creuser le sujet de l'autisme, hein. Je lui avais envoyé tout un dossier sur tout ce que je pensais depuis que j'étais petite, ce que j'avais fait, des photos, des illustrations, j'avais fait un gros dossier. Elle m'a dit que oui, il y avait en effet des raisons de suivre ça. Et après, j'ai passé les tests dans ma région et à Paris. Et ensuite, la psychiatre a validé le diagnostic. Voilà, voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le diagnostic. Alors, je regarde, je scrolle pour voir un peu. De rien, Violette. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. J'ai plus de voix, ça fait déjà un bon moment que je parle. Je vais regarder les autres questions que vous aviez. N'hésitez pas à me poser des questions aussi en direct. Alors, as-tu aménagé des outils quotidiens pour t'aider? Pictogrammes, alarmes, tout ça. Alors, moi, comme j'ai dit au début, c'est surtout pour les troubles de l'attention que j'ai besoin de ce genre de choses. Donc oui, alors, le nombre de fois où j'ai fait cramer des choses, j'ai failli cramer la maison ou quoi que ce soit, j'ai ma plaque de cuisson qui se programme. Et pour tout, je programme toujours un temps, même si je sais que je vais venir l'arrêter avant, parce que sinon, je risque de faire cramer. Donc oui, il y a une alarme, ça sonne, ça arrête la cuisson. J'ai des alarmes dans mon téléphone aussi pour me rappeler de choses à des heures précises. C'est pas forcément la même chose tous les jours, mais bon, je, je bidouille. Je prends beaucoup de notes. J'ai beaucoup de post-it. En fait, j'ai le système de post-it. Je mets une info sur un post-it. Pour la nature, c'est pas très bien. C'est sûr que j'utilise du papier. J'en fous partout autour de mon ordinateur. Et en fait, les plus urgents sont le plus près de l'ordinateur. Comme ça, je les vois. Et dès que j'ai fait quelque chose, je chiffonne. Hop, c'est fait. Et au fur et à mesure, mon bureau s'éclaircit et je vois que j'ai avancé là-dedans. Ensuite, il y a mon calendrier mural qui est une feuille par mois. Et ça, je note absolument tout, tout. Que ce soit des rendez-vous médicaux ou, je sais pas, appeler quelqu'un pour l'inviter à un repas ou je note tout. J'ai vraiment besoin de noter. Alors ça, c'est pour l'écrit. Après, les pictogrammes, alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'imagination. En fait, je fonctionne beaucoup avec les images. Tout le temps, j'ai plein d'images dans la tête. Et par contre, si par exemple, j'invite des gens et que je vais faire un repas, j'ai besoin de savoir s'il y aura assez. Donc, je ne peux pas juste faire une liste en me disant, il y aura un saladier d'entrée, il y aura telle viande, il y aura tel machin. Alors, je prends un papier et je fais des dessins
je dessine le plat, à quoi il ressemble. Donc je sais à peu près la taille de mon plat, la viande, comment elle va être. Et je dessine ça comme si c'était déjà sur la table en fait. Du coup, voilà, quand j'ai du monde sur mon frigo, j'ai des dessins partout, ou des dessins de à quoi va être ma salade composée, parce que juste me dire c'est de l'avocat, des noix de cajou, des machins, j'arrive pas à me dire à quoi ça ressemble en fait, le goût et tout ça. Enfin, j'ai vraiment besoin de voir. Et idem au resto, j'ai beaucoup de mal à choisir parce que j'ai besoin de voir des images. Les mots m'évoquent rien en fait, donc c'est très difficile. Ce qui m'aide bien, par exemple, au resto, c'est d'aller voir le site internet du restaurant avant. Comme ça, je peux voir les menus, j'ai le temps d'y réfléchir. Des fois, il y a des photos, donc c'est super quand il y a des photos, des illustrations, enfin oui, des photos. Et du coup, je me représente mieux quel goût ça pourrait avoir et j'arrive mieux à choisir. Voilà. Ça répond pas exactement à la question parce que je pense que quand j'étais enfant, j'aurais eu besoin de pictogrammes. Euh, Là, c'est un peu plus, je vais dire élaboré, mais c'est un peu péjoratif. Disons, c'est très personnalisé en fait. Je vous incite vraiment à pas lésiner sur, à pas vous juger de quoi vous avez besoin. Ben voilà, vous le faites, hein. Ouais, je dessine beaucoup en fait pour, enfin c'est des schémas vite faits, hein, pour signifier aux gens certaines choses, ou moi pour me faire penser à des choses, ou voilà. Je pense peut-être que ça répond à ta question. Je sais plus qui me l'a posé. Désolée, j'ai pas les pseudos sous les yeux. Alors là, j'ai déjà répondu. Euh, J'arrive. Je suis sûre que j'aurai des réponses qui vont venir après coup quand j'aurai arrêté la vidéo. Voilà. On va bientôt arrêter. Je pense qu'on va faire 1 heure. Euh, Trouver sa juste place pour accompagner un grand enfant avec autisme sans déficience intellectuelle. Alors, trouver sa juste place pour accompagner un enfant. J'aurais eu besoin d'un peu plus d'infos pour pouvoir te répondre. Je pense que peut-être tu te demandes s'il faut intervenir beaucoup, est-ce qu'il faut mettre en place des routines pour l'enfant, euh, ou est-ce qu'il faut être un peu en retrait. Euh, Merci Alice, ok, si ça répond à tes questions. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce que tu voulais savoir en posant cette question. Juste place pour accompagner un grand enfant avec autisme. Moi, ce qui me viendrait, donc comme maman d'enfant autiste et autiste moi-même, c'est lui lâcher la grappe. Je sais que ça va pas être une réponse qui plaît à beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'enfants qui sont accompagnés par des psys, et puis il y a les TCC, tout ça, où on incite vraiment les enfants autistes à être très cadrés. Si vous me suivez sur mon autre compte parentalité, vous savez que le cadre, moi, c'est pas vraiment mon truc. J'aime bien faire en freestyle, selon ce qui se passe, de manière émergente. Et cadrer un enfant autiste, c'est un sujet assez controversé parce que, oui, les psys imaginent qu'il faut mettre un cadre strict, qu'il faut lui mettre des horaires de coucher stricts, qu'il faut lui mettre une routine stricte et que si on en démord, ça va être la catastrophe. Ça, c'est vrai si l'enfant le choisit lui-même. Je l'ai déjà dit. Euh, Si l'enfant a besoin, enfin, naturellement, il se met une routine. Je vous inviterai à vraiment pas la casser. Si vous avez des enfants autistes, vous le savez que c'est en général une crise et la catastrophe si vous rompez sa routine. Moi-même, j'ai une routine le matin et je peux vous dire que si je croise quelqu'un dans le couloir avant d'avoir eu le temps de finir ma routine, pour moi, c'est une catastrophe, hein. Ça aussi, j'ai une vidéo sur les routines. Ça s'effondre à l'intérieur de moi et je perds tous mes repères. Je sais plus ce que je faisais, je me sens énervée, je suis en colère. C'est vraiment difficile. Donc, si votre enfant manifeste des routines, essayez le plus possible d'intégrer ses routines à lui. Parce que nous, en tant que parents, on va lui mettre des routines, ça va être une histoire, un coucher, ensuite on se lave les mains, on se brosse les dents. C'est peut-être pas ça du tout sa routine dont il a besoin lui. Peut-être que lui, il veut se brosser les dents tout en étant sur les toilettes ou en lisant l'histoire en même temps, mais essayez plutôt de vous adapter à lui, parce que lui, il sait vraiment ce qui lui fait du bien. Et ça peut paraître bizarre de dire ça, parce que souvent les parents croient qu'ils savent mieux que l'enfant ce dont il a besoin, ou qu'il faut un peu justement le contrôler, parce que sinon il va devenir on ne sait pas trop quoi.
Mais je trouve que les enfants autistes, plus que les autres, ont besoin encore, enfin tout le monde, mais ont énormément besoin de liberté. Je trouve que la moindre contrainte vécue par un enfant autiste prend des dimensions extraordinaires d'explosion en fait. Moi je sais que je déteste être contrainte. Donc voilà, essayer de respecter sa routine à lui et de voir ce qu'il aime. Et si c'est les haricots, il faut les séparer du riz et que ça ne se touche pas dans l'assiette, et ben c'est comme ça. Essayez pas petit à petit parce que la psy a dit qu'il fallait l'habituer quand même à mettre ses haricots qui touchent le riz. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait. Voilà, essayez de garder le contrôle sur des choses qui en valent la peine, quoi. Mais je vous inciterai vraiment à vous relâcher le plus possible. Dire quel est le critère principal, moi, pour mon enfant que. Enfin, mon enfant, mon fils, c'est le seul qui est diagnostiqué, mais je pense qu'ils le sont tous. Euh, voilà, il a fait un burn-out scolaire, ça a été vraiment une catastrophe, il a été retiré de l'école, enfin, ça a été une période très difficile. Et puis, c'était aussi l'adolescence, donc beaucoup de crises, d'explosions, de colère. Et en fait, on a vraiment, au contraire, essayé de le respecter le plus possible. T'as envie de quoi? Qu'est-ce qui te fait du bien, toi? Qu'est-ce qui te rassure? Voilà, si on arrête le rôle du parent, tu dois te coucher à telle heure, tu dois te laver les dents. Il se lave pas les dents, bah tant pis, elles vont pas tomber demain, faut arrêter de lui dire qu'il va avoir des caries parce qu'il s'est pas lavé les dents, voilà quoi. Je trouve que, enfin, il n'y a rien qui est grave à part son bonheur. Donc c'est pas une histoire d'en faire un enfant roi. Après, il y a l'autre versant aussi qu'en tant que parent, vous devez aussi prendre soin de vous pour respecter vos besoins, savoir comment les dire, les faire entendre, tout ça, tout ça. Mais c'est encore un autre chapitre, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais c'est important aussi. Mais voilà, essayer de se dire, mais notre gamin, enfin malheureusement, on peut le perdre demain. Et est-ce que c'est vraiment important que ce soir il se couche en s'étant lavé les dents? Est-ce qu'il peut pas dormir habillé? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit en pyjama? C'est juste une convention sociale. Pourquoi on fait ça? Euh, Ensuite, voilà, des petits trucs comme ça, ou qu'il mange, s'il veut manger son dessert avant son plat, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, s'il vous plaît, je trouve que les enfants autistes sont vachement contraints, et les enfants en règle générale, et, euh, et ça leur fait du mal. C'est tellement difficile pour eux. Rien que supporter déjà un bruit dans la rue, ou s'ils vont à l'école, supporter les bruits à l'école, ou les lumières, tout ça est tellement prenant, c'est aspirant d'énergie. Si en plus on doit les embêter pour t'as pas ramassé la bille qui est tombée par terre de ta chaise. Non, ben, la bille reste par terre, tant pis. À un moment, on lui dit, tu ramasses s'il te plaît. Non, je veux pas. Bon, ben, je ramasse, moi je m'en fous en fait. Et voilà. Je pense qu'il faut arrêter cette vision de il faut éduquer, et surtout les enfants autistes, les éduquer parce qu'un jour il faut qu'ils deviennent autonomes et tout ça. Et je vois mon fils, j'ai complètement relâché les choses. Et en fait, il est en train de faire preuve d'une autonomie, d'une confiance en soi. C'est incroyable comme je l'ai vu se développer sur l'estime de soi, surtout. C'est vraiment impressionnant, en fait. Et je pense que si j'avais cherché à garder encore le contrôle sur tout ce qu'il fait, ça aurait fait des crises comme avant, des claquements de porte, c'est terrible, quoi. Voilà, donc c'est un grand sujet, c'est le sujet de la parentalité en mode relâché et on lâche la grappe vous intéresse. Vous pouvez vous intéresser à mon autre compte qui s'appelle Lise Witzmann, Evelyne Mester. Enfin, vous cherchez Mon enfant, mon égal, vous devrez trouver. Et puis vous aurez des infos là-dessus. J'ai écrit un livre à ce sujet, mais qui n'a rien à voir avec l'autisme. Mais bon, je suis autiste et les enfants aussi, donc voilà. Voilà. J'ai vu passer, Héloïse, une question. La question sur le grand enfant me fait penser à la technique ninja. Oui, mais moi j'ai oublié ce que c'était le grand enfant. Ah, trouver sa juste place pour accompagner. Oui, ben voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Merci Héloïse. Héloïse qui a suivi la formation de coach avec mon conjoint associé et moi, qui est coach donc. Alors oui, la technique ninja. Ça, c'est quand j'ai suivi ma formation en CNV, communication non violente. Enfin, c'était une formation rapide, c'était un stage d'immersion pendant une semaine. Il y a une de nos formatrices qui appelait ça la technique ninja, c'est-à-dire, c'est bien que tu amènes le sujet, Héloïse, parce que je voulais en parler justement. Il y a des gens qui n'aiment pas communiquer, il y a des gens qui n'ont pas envie de communiquer, et il y a beaucoup d'autistes qui en ont rien à foutre de communiquer. Donc la relation même n'est pas importante pour eux, hein. Faut pas se vexer, c'est pas... Même si c'est notre enfant, notre conjoint, des fois la relation, ils en ont rien à fiche. Comment on fait?
avec ces gens-là, quand on a des choses à dire, quand on veut se respecter aussi, comment nos propres besoins peuvent être entendus. Et ben, moi j'ai trouvé à appliquer cette technique ninja, je l'ai modifiée un peu pour l'appliquer avec mon fils, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose à lui dire, par exemple, j'ai été vraiment blessée par un comportement qu'il a eu envers moi, mais il est en crise, je lui fiche la paix, il fait sa crise, on le rassure, voilà, c'est terminé, et par contre, je reviendrai plus tard lui dire, non pas pour lui faire la morale, blablabla, mais lui dire ce que moi j'ai ressenti. Moi, quand tu as pété un plomb, hier, j'ai ressenti ça. Mais alors, je me suis rendu compte qu'au bout d'une parole, il m'écoutait plus, hein, il passe à autre chose, c'est terminé, c'est pas possible. Donc, il faut faire en mode ninja, c'est-à-dire très vite, c'est dur à dire, subrepticement. Donc, je prépare à l'avance ce que je vais lui dire. Je vais en introspection, je vais réfléchir comment je me sens moi, qu'est-ce que je veux vraiment lui dire, mais l'essentiel, hein, je ne veux pas faire des blablas. Comme vous voyez, je parle beaucoup, donc les blablas, c'est facile. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc, une fois que j'ai retrouvé quelles sont mes émotions, je vais trouver quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits liés à cette émotion. Donc, ça fait 2 mots. Je vais faire une phrase avec ces 2 mots et je vais aller le voir et lui dire, tu sais, hier, enfin, quand il s'est passé ça, je me suis sentie comme ça. Parce que moi, j'ai besoin de ça. Et puis là, c'est tout. Donc là, déjà, oui, 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 ok, ok, ok. Et puis, c'est fini. Il va me dire, va-t'en, laisse-moi tranquille, ferme la porte. Bon, bah, je ferme la porte et je m'en vais. Mais en fait, il va revenir quelques temps après et il sera tout mignon, entre guillemets, quoi. Je veux dire, des fois, il peut me faire un câlin ou me dire... enfin, il s'ouvre, en fait. Et même s'il s'ouvre pas, ça peut être vraiment chouette pour moi de sentir que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ça permet de ne pas garder de rancœur envers lui, parce que sinon, justement, c'est là où on ne supporte plus l'autre personne, parce qu'on a des rancœurs, et à chaque fois qu'il va faire un truc qui va faire mal sur notre blessure, ça va tout le temps se réouvrir. Donc, moi, j'essaye de vider tout le temps mon sac. Je garde pas de rancœur, je lui aurais dit. Bon, au pire, c'est pas entendu, mais moi, je suis soulagée d'avoir pu lui dire. Voilà. Voilà, c'est vraiment abordé de manière très rapide parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Si la communication vous intéresse, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Le Jeu de la Vie, mais comme on ne la trouve pas facilement, il faut mettre derrière Lise Wittmann. Et dedans, il y a plusieurs playlists. Il y a une playlist autisme, il y en a développement personnel, il y en a le couple, la parentalité, je crois, et le travail, les entreprises, avec mon mari qui s'occupe de ça. Et du coup, il y a une formation, ça s'appelle une formation couple, qui est complètement gratuite, accessible. Il n'y a pas besoin de donner son adresse comme on fait des fois pour alpaguer les gens ni rien. Voilà, on a mis des vidéos qu'on a fait exprès pour faire une formation couple sur la communication. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les outils sont exactement les mêmes dans la parentalité, ou sont les mêmes. On peut fonctionner avec ces outils-là, avec des personnes autistes aussi. Et c'est vraiment très précieux. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller regarder et vous abonner. Voilà, je pense qu'il y avait encore une question, il faut que je la retrouve. J'ai l'impression que je l'ai perdue ou elle était posée ailleurs. Ah bah oui, il y a celle-là. Comment arrives-tu à moins masquer au quotidien si tu y arrives et qu'est-ce qui t'aide? Alors oui, parce que si, comme vous le savez, les autistes dits adaptés le sont pas vraiment, ils font assez semblant en fait. Et comme tout à l'heure, j'ai fait une allusion au fait que ça me plaisait pas trop de parler d'autisme au féminin. On dit qu'il y a des particularités, mais moi je reconnais par exemple mon fils aîné, qui n'est pas diagnostiqué, mais pour moi, je suis persuadée qu'il l'est aussi. Il masque de la même façon que les femmes en fait. Donc j'aime pas dire que c'est un profil féminin, elles masquent, elles n'ont pas les passions qui sont dévorantes, donc on voit pas que c'est des IR, des intérêts restreints typiques de l'autisme. Non, je pense qu'il y a beaucoup, même d'autres personnes pardon, de ma famille, qui masquent et qui ne sont pas des femmes pour autant. Donc, que veut dire masquer? C'est masquer, c'est faire semblant. Pardon, hein, quand je m'arrête, c'est que j'ai des notifications sur mon téléphone et ça me perturbe. Masquer, c'est un peu faire le caméléon, c'est-à-dire
enfin moi je sais que par exemple, j'ai jamais su vraiment comment marchait l'amitié ou les relations sociales et j'ai beaucoup observé en me disant: «Ah c'est comme ça, d'accord, dans cette situation, ils répondent comme ça, elle rigole, il a fait ci, il a fait ça» et je passais mon temps, je le fais encore je pense, à observer les gens et à essayer d'intégrer ces comportements. Donc enfin je suis pas naturelle en fait. C'est pas forcément masqué dans le sens on cache quelque chose, mais c'est plutôt caméléoniser, comme j'aime bien dire, faire le caméléon et essayer de s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Donc si les gens sont très introvertis, je vais être introvertie. S'ils sont extravertis, je vais rigoler fort comme eux. Enfin, voilà. Après, c'est pas forcément les bons exemples, j'ai plus sous la main. Euh, mais masquer, c'est... Par exemple, moi, j'ai travaillé sur moi longtemps, toute ma vie, pour essayer d'être adaptée. Voilà, donc on dit que les autistes peuvent pas être mariés, peuvent pas avoir de métier, tout ça. Bon, je vous ferai une vidéo sur le fait que le travail, c'est compliqué en ce qui me concerne. C'est pour ça que je suis chez moi, à travailler chez moi. Mais j'ai trouvé comment contourner. Bref, je m'y perds. Bon, comment j'arrive à moins masquer au quotidien? Alors, en fait, j'ai décidé de plus masquer. J'ai décidé d'être moi-même, même si ça plaît pas aux gens. Et je me suis dit, si ça plaît pas aux gens, ils vont partir. Et peut-être que c'est une bonne occasion de faire le tri entre les gens qui m'aiment vraiment pour ce que je suis ou pas. Après, c'est pas une raison pour se montrer que sous ses mauvais côtés, entre guillemets, en disant je suis autiste, j'ai le droit d'être infecte avec tout le monde, je suis une grosse connasse et c'est ok. Non, on peut aussi faire la part des choses entre ce qui est difficile. Par exemple, je repense que je suis allée dire aux voisins du dessous que ça me dérangeait la fumée de cigarette et que je suis passée pour une grosse chieuse, mais j'assume complètement parce que moi, pour moi, j'ai des hypersensorialités, c'est insupportable l'odeur de cigarette. Donc, ils n'ont pas compris, je me suis fait rabaisser, c'est pas grave. Euh, mais voilà, j'ai pas. Enfin, je pense que je masque plus parce que mon compagnon m'a incité à me respecter et lui, même pour qui je suis. Et j'ai eu envie de m'entourer des bonnes personnes qui m'aiment pour qui je suis. Voilà. Donc, je veux bien faire des efforts sur les côtés vraiment euh, pas très agréables de ma personnalité. Et en même temps, si ces côtés pas très agréables de la personnalité ressortent, c'est parce que certains de mes besoins n'ont pas été comblés. Après, il n'y a pas que moi, il y a l'environnement aussi. Il faut trouver comment être en équilibre entre les besoins de chacun. Et ça, c'est pas toujours bien équilibré parce que la personne autiste a souvent des besoins bien plus prégnants, urgents, et il peut être vraiment difficile de ne pas lui donner la priorité en fait. C'est assez injuste quoi. Donc il faut un peu de souplesse pour l'environnement. Voilà, donc j'arrive à moins masquer comme je disais tout à l'heure parce que je me suis rendu compte qu'en étant honnête sur qui je suis finalement accueillie correctement, bien plus que ce que je pensais. J'avais très peur de la réaction des gens et en fait non, c'est ok. Ah merci Héloïse d'avoir mis le lien vers ma chaîne YouTube avec Stéphane, mon conjoint. Je commence à me fatiguer de parler et j'ai l'impression que ça n'a ni queue ni tête ce que je dis. Je vais essayer de finir tranquillement parce que la question de masquer est quand même très importante. Voilà. Je pense que j'ai décidé, grâce à mon conjoint, de tenter d'être qui je suis. Il m'a dit, essaye. Essaye de dire, par exemple, les choses honnêtement. Si je reste pas avec vous, voilà, un repas de famille, je reste pas avec vous à table parce que là, j'ai trop de bruit, j'ai besoin d'aller me reposer toute seule. Je reviens vers vous après, c'est pas contre vous. Voilà. Je pense que donner des explications peut être vraiment utile quand on ne masque plus. Parce que sinon, on va paraître comme un gros connard et c'est pas très agréable pour les gens. Par contre, s'ils comprennent, enfin, si on leur explique, ils se sentent déjà plus considérés et ensuite, qu'ils comprennent ou pas, tant pis. Moi, j'ai essayé de donner une explication. Voilà. Donc, en essayant d'utiliser la CNV, c'est-à-dire sans accuser les autres, on ne va pas dire vous faites un bordel pas possible à table, j'en peux plus, je vais toute seule dans la chambre. Non, il y a beaucoup de bruit, j'ai besoin de repos et de silence, je vais aller m'isoler un moment et je reviens tout à l'heure. Et ça, c'est pas évident, hein, quand on a toujours fait semblant, avec un grand sourire. Moi, c'était ma spécialité, j'ai toujours souri pour masquer justement mon inconfort, mes difficultés.
Mais bon, si c'est pour qu'après un repas de famille, vous rentriez chez vous complètement HS et qu'il vous faille une semaine pour vous en remettre, ça sert à quoi? Donc ça peut être bien de se respecter au fur et à mesure. Bonsoir Vanessa qui nous rejoint, je parle d'autisme ce soir. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc là je suis un peu fatiguée, mais je pense que je développerai un peu plus le sujet de moins masqué. Mais en fait, c'est en filigrane dans tout ce que je vous propose sur mon compte. C'est toujours ça, c'est essayer d'être le plus sincère possible et se rendre compte que quand on dit pourquoi, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pensait en fait. Les gens nous acceptent. Et puis, ils ne nous acceptent pas, ben tant pis, on ne reste pas vers eux, et puis voilà. Voilà, puis il y avait une dernière question qui était, je ne la retrouve plus, je ne sais plus où elle était posée, sur quel billet. Mais en fait, c'était au sujet des TCA, du trouble du comportement alimentaire. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste, je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que en effet, c'est souvent... enfin, les autistes ont des particularités par rapport à l'alimentation. D'une part, parce que la sensorialité est souvent beaucoup plus développée. Donc, ils peuvent avoir des aversions pour certains aliments, ou au contraire, une passion assidue pour un seul aliment. Et ensuite, il y a aussi le système, enfin, l'histoire de routine, c'est-à-dire ben, ils vont toujours manger le même aliment parce que ça fait partie de leur routine et c'est très rassurant. Alors mon fils est complètement comme ça, hein, il mange toujours la même chose. C'est pas du tout un problème pour lui, bon ben, pour la santé, hein, on s'accroche, on fait ce qu'on peut, mais on va pas mettre un entonnoir dans la bouche pour faire manger des légumes, donc c'est comme ça, on respecte. Euh, ouais, pour les troubles alimentaires, voilà, donc il y a des aversions et la sensorialité dans la bouche. Il y a certains aliments qui sont insupportables, point de vue texture. Et ça, souvent, les parents de jeunes enfants qui n'ont pas encore été diagnostiqués ne comprennent pas comment un enfant peut faire une crise ou par exemple si le haricot touche le riz, comme j'avais dit tout à l'heure. Euh, voilà, donc je ne sais pas vous dire grand-chose là-dessus, je sais juste que il y a des particularités sur l'alimentation et que ça peut être très restrictif. On peut avoir envie de manger que certains aliments. Et c'est juste, la nouveauté n'est juste pas possible, par exemple, ou on peut avoir des angoisses si on mange autre chose. Alors moi, je suis pas, enfin, moi c'est plutôt les textures certaines textures que je pourrais pas, ou les odeurs très fortes. Pour le gustatif, c'est pas trop mon truc. Par contre, ce qui peut être difficile aussi, c'est tout ce qui est émotionnel. Je pense que les autistes risquent de manger encore plus peut-être que les autres par émotion, parce que les émotions sont souvent exacerbées, difficilement, j'allais dire contrôlables, mais c'est pas ça, on ne demande pas de contrôler, mais identifiables, ou on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est puissance 10 000, et c'est sûr que souvent ça peut engendrer des difficultés, des troubles alimentaires. Bon, bah, faites-vous accompagner. En tout cas, moi, j'y connais rien, je ne peux pas vous dire grand-chose là-dessus. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi. Je ne sais pas si vous avez une dernière petite question ou pas. Euh, J'étais bien contente de faire ce live. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'en faisais dans la parentalité avant. Et voilà, j'ai eu envie, ça m'a pris comme ça. Merci d'avoir été là. Et à tous ceux qui regardent le replay aussi, merci d'être là. N'hésitez pas dans le replay à mettre des questions, des commentaires et je vous répondrai après coup. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Merci pour ces partages précieux. Merci Héloïse. Et à bientôt donc sur la chaîne YouTube et puis sur mes publications sur Tips pour autistes. Et j'ai plus de voix. Bonne soirée à tout le monde. Merci Violette. À bientôt. Je vais essayer d'éteindre. Terminé.